Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En politique fédérale, avec le député fédéral du Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Bonjour. Et bonjour, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir, Monsieur Sébastien. C'est la demi-heure qui passe la plus vite aux 3 mois dans mon horaire. Environ, et c'est réciproque également, Monsieur Lemire. C'est sûr, M. Lemire, qu'on ne peut pas faire une émission à ce temps-ci de l'année, on enregistre le 17 de mars, sans parler de la guerre et ce qui se passe en Ukraine. On ne peut pas passer à côté de ça. Les reportages nous donnent la chair de poule. C'est vrai qu'on parle de la guerre 14-18, de la guerre 39-45. On ne l'a pas vécu, nous autres. On sait pas. On en a des petits bouts que l'on voit, mais là, on est dedans. Là. On est dedans et c'est à tous les jours. Mais c'est terrible. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Moi, M. Lemire, si je vous demandais vos impressions sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine versus la Russie, c'est quoi le but de cette guerre-là? Beaucoup d'aspects quand même là-dedans. D'abord, évidemment, comme élu politique, moi, ma solidarité va avec le peuple ukrainien. Et cette solidarité-là a été démontrée aussi de façon très forte en Abitibi-Témiscamingue. Oui. Les gens se sentent très touchés par ce qui se passe. On a reçu lundi dernier le président Zelensky à la Chambre des communes pour une allocution. Oui, exactement. Puis on va en parler Tu sens que, bon, il y a beaucoup de tenants de cette guerre-là. Je vais essayer de m'en tenir à la question. Les motivations réelles, tu sais, je ne considère pas que l'Ukraine, elle est blanche comme neige. Je pense qu'il y a des choses qu'elle peut avoir, tant dans son histoire que dans ses motivations, des éléments. Pour moi, le principal facteur est un facteur qui est le contrôle d'abord de deux choses, des ressources économiques, des ressources naturelles de l'Ukraine qui sont très riches, qu'on peut comparer à celles de l'Abitibi-Témiscamingue, beaucoup de minéraux critiques stratégiques, oui, le lithium notamment, toute l'agriculture qu'ils ont, mais aussi la voie de passage qu'ils ont vers l'Europe. Et cette voie de passage-là, terrestre, elle est importante pour tout l'enjeu du pétrole. On sait à quel point ça fait partie de l'économie du pétrole. Voilà. Je sais que Gazprom avait un projet de Eurostream 2 de passer même par la mer du Nord, la mer Noire, je pense, ou un pipeline. Ça démontre à quel point l'idée de contourner l'Ukraine était urgente. L'Ukraine se tournait de plus en plus vers l'Europe, vers l'OTAN, souhaitait intégrer ces structures-là, donc tournait le dos de plus en plus à la Russie. Et en tournant le dos, bien forcément, c'est l'accès de l'Europe qui se faisait plus. Et donc, les marchés importants mondiaux que ça représente, donc un impact majeur sur cette économie russe-là. En plus de tout le contrôle, le besoin de contrôle aussi. C'est difficile pour moi de qualifier M. Poutine de façon correcte, mais disons qu'il est plutôt dans un esprit d'exubérance présentement. Il est peut-être dans un esprit dans lequel il faut faire aussi attention. Et c'est probablement pour ça qu'on n'est pas dans un contexte de guerre mondiale et je l'espère, on ne le sera pas, parce que l'OTAN doit être très prudente. Voilà, exactement. Ne doit pas agir de façon embarquée dans le conflit, parce que là, on pourrait faire une escalade qui peut aller sur le bouton rouge. Si l'OTAN embarquait, si l'OTAN se fait attaquer et embarque dans cette guerre-là, on devient une guerre mondiale. Par la nature des alliances et des choses, probablement. Ça dépend encore comment va réagir Poutine et la Russie, mais assurément que l'enjeu du désespoir d'un homme comme ça, il ne faut pas... c'est ça, faut pas jouer sur le désespoir d'un homme qui a accès au bouton rouge. Ça, pour moi, c'est assez évident. À partir de là, c'est quoi les pistes de solution? Je pense que les Russes étaient dans une optique d'avoir une guerre qui soit très courte. Ils ne s'attendaient pas à un délai à une aussi résistance long. Aussi et donc, les sanctions économiques sont des bonnes sanctions, des bonnes choses à faire de la part du Canada et des pays alliés parce que ça a un impact aussi sur le long terme. Est-ce que quelque chose d'aussi banal que l'arrivée du printemps peut aussi nuire fortement aux Russes? Parce que là, ce qu'on va pouvoir constater dans les prochaines semaines, c'est l'enlisement des chars d'assaut qui sont dans la boîte. C'est ça, exactement. C'est fascinant, juste un détail comme celui-là. Oui. Mais... moi, si on a une perspective historique à travers ta question, Gabi, il y a l'aspect aussi de penser à travers l'histoire. Et trop souvent, un peuple qu'on a humilié
dans des accords internationaux par les gagnants est ressorti plus fort et a germé le prochain conflit. La Deuxième Guerre mondiale en est le meilleur exemple. Oui. Donc, je demeure très vigilant face au traitement qu'on va faire face aux Russes. Il faut être capable d'avoir une porte de sortie qui, malgré tout, soit équitable pour chacun. Monsieur Lemire, une question difficile, parce que je la poserais à n'importe qui. Ce serait peut-être une question facile, mais dans votre État à vous, et vous êtes un député fédéral, donc je vous laisse libre d'y répondre ou pas. Est-ce que Poutine est un dictateur et est-ce qu'on peut le comparer au Hitler? Je n'irai pas jusque-là parce que les époques créent les personnages. L'époque d'aujourd'hui, elle est quand même différente. Officiellement, il est dans la démocratie. On s'entend qu'il a fait changer la Constitution parce qu'il était président il y a une vingtaine d'années. Et un président en Russie ne pouvait pas faire plus que 8 ans ou 10 ans, rappelez-moi le terme. 8 ans, oui. Il est devenu après premier ministre pour garder le contrôle. Et après ça, il a fait changer la Constitution pour revenir comme président, ce qu'il ne pouvait pas faire. Donc, disons que c'est une démocratie plutôt malléable en Russie. Et le contrôle qu'il exerce avec ses oligarches sur toute l'économie, sur les droits humains, on en entend parler. Est-ce que le terme dictateur est le bon? La question pourrait se poser, mais assurément que c'est une personne qui a une vision du contrôle humain démesurée et c'est pas quelqu'un dont on souhaite côtoyer au quotidien, assurément, pour prendre un verre, assurément. Mais Exactement. c'est ça, bon, toutes les comparaisons à l'Allemagne nazie, puis il y en a dans le conflit, évidemment. Au début, on entendait de dire que l'argument d'abord de M. Poutine, donc on veut dénazifier l'Ukraine, c'est des choses qui ont été écartées des discours, et heureusement. Donc, j'irai pas jusque-là, mais assurément que c'est quelqu'un de très dangereux à l'heure actuelle Parce que lui, il y a toujours un fameux bouton rouge aussi. Tout à fait. Quand on parle du bouton rouge, c'est évidemment l'accès à l'arme nucléaire. Et voilà, exactement, oui. Et donc, c'est de voir de quelle façon on est capable d'aller. L'autre gros joueur, moi, qui me préoccupe, c'est la Chine. Oui. On sait que la Russie s'est tournée vers la Chine pour demander de l'aide. La Chine est demeurée prudente, comme l'OTAN est demeuré prudent aussi. Mais à un moment donné, il y aura peut-être des réactions. Plus le conflit va durer, plus ça risque de nous questionner et peut-être provoquer des actions qui, au départ, n'étaient pas envisageables. Ce que M. Zelensky est venu nous dire au Parlement, essentiellement, de façon très émotive, de façon très bien articulée, mais c'est un message dans lequel il nous invite à passer à la prochaine étape. Et c'est là aussi que ça amène une réflexion. Là, on sort de nos zones de confort, on sort de nos zones de confort pacifiques. On ne peut plus être au-dessus de la game puis jouer un rôle de modérateur. Voilà, exactement. Puis le Canada n'avait pas nécessairement la force de le faire non plus. Là. Parce que vous avez assisté à son discours, à M. Zelensky. Vous étiez, il était en direct avec la Chambre des communes à ce moment-là. On en a pris un bout, c'était émotif. Comment vous avez réagi face à ce discours-là avec 300 quelques personnes autour de vous? Il a été applaudi à tout rompre par tous les partis politiques, sans exception. Mais votre opinion à vous, comment vous vous êtes senti face à ça? Bien, comme je vous dis, c'est un moment qui était historique. C'est un moment dans lequel je crois qu'on avait à exprimer cette solidarité face au peuple ukrainien, qui est représenté évidemment par son président, M. Zelensky, qui fait preuve d'un courage assez exceptionnel, qu'il faut reconnaître dans les circonstances. Mais il y a assurément des dessous de ce conflit-là qui nous échappent. Donc, c'est sûr que j'ai tendance à me dire comme, tu sais, je peux pas donner tort et raison parfaitement à l'ensemble des partis. Ce que je dirais, ce que j'ai vécu en chambre est un peu ce que je nommais tantôt, c'était un peu la surprise de voir une demande très formelle de passer aux prochaines étapes au niveau plus de l'armement et de l'intervention militaire. Et après ça, de voir plusieurs des témoignages qui en ont suivi qui témoignaient qu'il faut passer aussi à des prochaines étapes. Ces étapes-là ne sont pas encore définies, assurément. Mais le fait de les nommer est peut-être quelque chose qui est normal dans des circonstances. Je m'attendais évidemment à ce que le gouvernement canadien, Trudeau, a pris la parole en premier, ce que je
trouve un peu plate dans les circonstances. J'aurais aimé mieux qu'il soit en réaction plutôt que, Oui, que de le oui. présenter. Ce premier réplique-là a été donné au président du Sénat, ce qui pour moi est un non-sens, une aberration. J'ai été également très surpris de ça. Avant même le président de la Chambre, M. Rota, qui a pu avoir cette allocution-là. Bref, ça m'amenait à réfléchir, c'est ça, de voir comment on sort de ce conflit-là et de sentir que mes valeurs sont heurtées parce que la bonne réponse n'existe peut-être pas à l'heure actuelle. Et conséquemment, il faut agir. Puis l'autre élément pour moi qui est important dans l'ensemble de ce conflit-là, c'est aussi l'impact sur les populations. Et les populations russes sont aussi victimes que les populations ukrainiennes, différemment, c'est sûr, mais quand on parle de sanctions économiques, ça veut dire que c'est l'accès à leurs capitaux, c'est l'emprisonnement, c'est le système des mesures de guerre. Ce qui est un peu ironique de voir, c'est ça, c'est quoi l'application véritable d'une loi des mesures de guerre, parce qu'on a vécu il y a 3 semaines, un mois, ce principe-là pour des camionneurs qui ont manifesté. Ils devaient quitter, là. Puis je sais pas si ça va faire partie des questions que tu auras, mais l'ironie des deux est assez fascinante. Puis si on se met à la place du peuple ukrainien, on parle actuellement, il y en a un peu plus de 5000 qui sont au Canada présentement. Est-ce que c'est des gens qui vont demander d'être réfugiés de façon temporaire ou permanente? Ça sera à établir. Il y a un potentiel de 7 millions d'Ukrainiens qui pourraient quitter. Il y en a au moins plus de 2 millions à l'heure actuelle qui ont déjà quitté. Il approche le 3 millions au moment où l'on se parle, là, oui. Donc c'est vraiment une situation qui est hyper préoccupante. Je pense que le Canada doit agir comme porte d'entrée, d'être accueillant. Beaucoup de gens sont manifestés aussi, même en Abitibi-Témiscamingue. On pourrait être une terre d'accueil, je pense, gagnante, parce qu'on a, somme toute, particulièrement pour l'Ukraine rurale, une réalité dont il y a beaucoup de similitudes. Mais il faut savoir que ce sera aussi des gens qui vont venir... Bon, d'abord, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, des gens qui ont vécu des traumatismes. Il faudra être généreux dans le soutien qu'on pourra leur apporter, mais ça ne sera pas des situations faciles. Et tout cet impact-là, en date d'aujourd'hui, doit être nommé, là, c'est quoi le programme pour faciliter l'accès des Ukrainiens au Bloc québécois. On souhaitait d'abord la levée des visas, ce qui tarde à se faire. Bon, il y a des arrangements dans le sens que ça va être aussi prolongé sur 2 ans, mais c'est pas encore facilité comme on le souhaiterait. Ce qu'on nous annonce, ça serait probablement qu'il va y avoir un formulaire. Donc, si les gens ont déjà fait une demande, il va falloir la refaire avec un nouveau formulaire qui devrait être disponible le 17 mars aujourd'hui. Et plus rapide aussi. Plus rapide, qui souhaiterait être automatiquement si c'est la demande Ukraine 2022, donc faite par des gens de l'Ukraine. Et là, elle va être traitée. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des avions, par exemple, qui pourraient venir des pays limitrophes, parce qu'évidemment, on ne fera pas voler un avion canadien sur le territoire polonais. Non, ça serait un peu suicidaire de le faire, mais de pays limitrophes alliés, que ce soit la Pologne ou un autre, qui pourraient s'en venir et massivement. Après ça, si tu as 400 personnes réfugiées qui viennent dans un même avion, c'est plus facile de pouvoir les aider sur place, s'assurer des données biométriques, par exemple. Ça, c'est un enjeu sur lequel le Canada ne veut pas reculer. Puis je le comprends, il y a l'aspect de la sécurité. Dans un contexte comme celui-là, les gens veulent agir rapidement, mais est-ce qu'on pourrait se mettre en flanc du trafic humain, particulièrement au niveau des enfants? Est-ce que les orphelins qui viendraient sont de réels orphelins? Ça confronte ce qu'on a de plus inimaginable dans l'être humain, un contexte comme celui-là. Et je comprends que les démarches, la frustration des gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite, mais en même temps, je comprends aussi la séquence. Mais il y a des choses à voir aussi qui sont très importantes. Mais les Ukrainiens aussi, tu sais, la diaspora ukrainienne, on est le 2e ou le 3e pays dans le monde qui a accueilli le plus d'Ukrainiens. Et c'est 1,2 million de Canadiens qui seraient d'origine ukrainienne. On sait que ça fait partie de notre histoire en Abitibi, Témiscamingue. L'Église ukrainienne, évidemment, du côté de Rouyn-Noranda, du Val-d'Or, Spirit Lake. Il y a cette présence-là. Qui est décédé, là. Tout à fait, M. Shaika. M. Slobodan, qui a été très important dans tout le domaine de la santé à Rouyn-Noranda, qui est d'origine ukrainienne. Ça fait partie de notre vécu. On les connaît déjà. On le sait, puis... C'est ça. Moi, je pense que mon rôle là-dedans, c'est aussi de pouvoir être un facilitateur pour tout ça. Reste que c'est ça. Ça confronte pas un contexte de guerre comme celui-là, ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, puis c'est difficile de... Quand on parle, M. Lemire, du rôle du Canada dans ce conflit, il y a eu déjà des sanctions qui ont été imposées à la Russie, mais est-ce que le gouvernement fédéral joue son rôle actuellement dans ce conflit-là? J'ai pas de critique majeure à faire face au gouvernement fédéral actuellement parce que, bon, d'abord, le rôle
comme je disais tantôt, il faut être très vigilant. Le Canada fait partie de l'OTAN et exerce un leadership là-dedans. Le premier ministre s'est rendu en Europe pour pouvoir aussi réactiver les réseaux de solidarité démocratique. Donc ça, je pense qu'il fait bien. Les sanctions économiques, je pense que c'était aussi des gestes qui étaient à faire pour s'assurer de C'était un limiter. voyage précis, un voyage dû, comme on dit? Non, je pense qu'il Non. était spécialement là-dedans. Il était accompagné de la ministre de la Défense, la ministre des Affaires étrangères et la ministre des Finances, qui elle-même est d'origine ukrainienne, Mme Freeland, à qui on a questionné à savoir, vous n'étiez pas en train de devoir écrire un budget, mais ça, c'est un peu l'ironie. Oui. Puis en politique, j'aime bien l'ironie, évidemment. Mais donc, de cette façon-là, je pense que les actions, les paroles de Trudeau, elles sont correctes, sincèrement. Où je me questionne davantage, c'est de quelle façon, le fait qu'on n'est pas capable de donner de consignes claires de comment on va être capable d'accueillir les gens. Il y a des communautés qui se mobilisent énormément. Comme je disais, on l'a vu en Abitibi-Témiscamingue, il y a des gens qui sont touchés par les familles. Et ça, quand on a des gens qui sont prêts à accueillir des gens, des étrangers, c'est un beau geste de solidarité. Quand on a des gens qui vivent, qui ont un mari, un proche, un beau-frère, et que c'est la famille directe qui est impactée, et que là, il y a une réunification des familles qui pourrait se faire dans ce temps de guerre-là. Là, moi, ça me questionne énormément sur notre incapacité d'agir rapidement. La bureaucratie qui agit, et j'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis l'incompréhension, elle est d'autant plus grande. Le rôle de l'OTAN dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas toucher à l'OTAN. Je parle de la Russie, là. Il ne doit pas attaquer aucun pays membre de l'OTAN. Ils sont une trentaine de pays et plus. Mais le rôle de l'OTAN à l'intérieur de ce conflit-là, c'est quoi exactement? Bien, ce rôle-là, il est majeur. Bon, effectivement, c'est une image que j'aime bien, puis ils se décrivent comme ça, c'est une alliance défensive. Le but de l'OTAN n'est pas d'aller en guerre, mais de se protéger. Donc, c'est là où, par exemple, si la Russie faisait un pas militaire en Pologne, qu'il y aurait une obligation peut-être d'enclencher des alliances. On sait que c'est comme ça que les guerres mondiales ont commencé, aussi d'ailleurs. Leur rôle est un rôle d'intérêt, on se le cache pas. Tu sais, quand je dis que c'est difficile de dire que l'Ukraine est sans reproche, c'est vrai aussi pour l'OTAN. Je pense qu'un des constats, c'est à quel point on peut considérer que Joe Biden est un président faible. Malheureusement, parce que, tu sais, j'étais pas plus un partisan de Trump dans la vie. Faites-vous-en pas que je peux... tu sais, je veux dire, l'opinion qu'on peut avoir de Trump peut être semblable à celle de Poutine à certains égards. Là. Il était dangereux, mais conséquemment, je suis pas sûr que la Russie aurait attaqué si les Américains avaient un leader qui était prêt à réagir, très réactionnaire, et qui a le sang chaud, et qui aurait pu peser lui aussi sur un bouton. Je suis d'accord avec vous, Moses. Et cette mollesse-là d'un président Biden qui arrive en élection de mi-mandat, qui agit de façon à porter certains défis, là, même face au Canada, qui reproduit notamment son Build Back Better Act, dans lequel il veut fermer les frontières même de libre-échange avec le Canada. Ça a de l'impact pour nos industries. Ça fait en sorte que ça l'aide pas au climat, selon moi. Donc, comme l'OTAN, dont son principal leader, c'est les États-Unis, qui ont quand même toute la force militaire qu'on connaît, le fait qu'elle est testée, mais qu'elle ne réagit pas encore, fait en sorte que, effectivement, l'OTAN joue un rôle plus limité. Et ce rôle limité-là fait partie peut-être du bluff qu'a joué la Russie au départ, en se disant, bon, ben moi, j'y vais all-in rapide pour une intervention. Ils ont peut-être pas perdu la main, mais en même temps, la partie se joue et finalement, ça va être une partie qui risque d'être une partie d'échec très, très, très longue. Et ça, personne n'y gagne. Mais il y aura toujours il y aura toujours moins de pertes que si vraiment, là, on entrait dans un conflit dans lequel l'OTAN, justement, rentrerait, ou si la Chine décidait de mettre son nez là-dedans. Voilà. Il y a eu une comparaison triste qui a été faite par M. Zelensky à l'endroit des Américains. Et c'est vraiment triste lorsqu'il a dit la comparaison avec le 11 septembre 2001, disant qu'aujourd'hui, en Ukraine, on vit à tous les jours ce que vous, les New-Yorkais et les États-Unis, ont vécu le 11 septembre 2001. Il dit, nous autres, on le vit à tous les jours. C'est une triste comparaison, mais combien réelle?
j'ai toujours de la misère quand on reprend des événements historiques, puis particulièrement des événements très marquants dans lesquels l'interprétation peut être faite par plusieurs personnes de façon très différente, dépendamment du vécu qu'ils ont fait, pour pouvoir comparer. C'est difficile de comparer des époques, mais assurément, quand pour nous, il est allé, l'image qu'il avait utilisée, imaginez-vous si c'était la tour du CN qui avait été attaquée. Oh oui, exactement. Ce sont des images qui sont utilisées pour faire réagir. Comme que les références à des enfants, les références à des femmes qui ont été attaquées, qui ont perdu. Quand on parle des civils, beaucoup les médias rapportent des images, comme hier, celle du théâtre et l'hôpital pour enfants il y a quelques jours. C'est fait, mais il y a aussi tout un contrôle d'information en temps de guerre. Et j'écoutais à la radio en m'en venant justement un spécialiste qui parlait de guerre hybride. Et cette guerre hybride-là, c'est aussi la guerre de la propagande, la guerre de la communication. Sur le plan des communications, l'Ukraine réussit à beaucoup plus faire passer son message de victime. Et conséquemment, ce que le président Zelensky communique dans le contexte va aussi en ce sens-là. C'est extrêmement touchant. Ça vise à nous faire réagir, ça nous vise à nous faire agir même, je dirais. Puis pas juste parce qu'on souhaitait au départ, par des dons à la Croix-Rouge, ce qui reste quand même quelque chose de souhaitable, par des armes non létales, etc., mais de passer à la prochaine étape. Et cette prochaine étape-là, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire parce qu'elle risque de multiplier le nombre de morts, tant du côté ukrainien que russe qu'au niveau mondial. Et c'est là qu'il y aura peut-être d'autres visions de compromis à faire. Mais je crois encore que la négociation est possible. Je crois encore que c'est la meilleure chose. Il vaut mieux c'est quoi le dicton? Une mauvaise entente négociée que quelque chose qui finalement va entrer en escalade. Voilà, exactement. Une dernière question sur ce conflit-là, M. Lemire. Est-ce que la fameuse Rasputitsa, la fameuse mer de boue, peut empêcher un peu les Russes d'aller plus loin en Ukraine? Ça serait fascinant que ce soit la nature qui impose finalement la fin du conflit de cette façon-là. Oui, ça risque d'avoir un impact, c'est tellement pratique de cette façon-là. Mais en fait, tout élément à ce stade-ci peut avoir... Tout ce qui peut ralentir ou même arrêter, si possible, cette fameuse guerre-là va être la bienvenue, que ce soit une mer debout ou n'importe quoi, mais arrêter les morts, puis arrêter le massacre qui se fait actuellement. Des populations, des innocents, puis des innocents, il y en a de tous les côtés. Quand on voit les enfants là-dedans, ça arrache le cœur, tout simplement. C'est absolument... Est-ce que M. Poutine, le soir, peut se coucher et dormir? J'en doute pas. Une question de même. J'en doute pas. Je pense qu'il se sent en contrôle de ce qui se passe. Je suis pas dans la tête d'un dictateur. C'est pas mon réflexe de penser. Et vous êtes loin de ça, M. Lemire. Et tu vois, regarde, spontanément, je suis en train de répondre à ta question précédente. Je continuais de réfléchir. Est-ce que je considère que Poutine est un dictateur? Je viens de faire peut-être un lapsus de cette façon-là. Actuellement, effectivement, il se contrôle de cette façon-là. Mais moi, je renomme l'enjeu... il ne faut pas que cet homme-là se sente dans un sentiment d'acte désespéré parce que ça ne veut pas dire que l'acte désespéré qu'il va faire va être un retrait défensif. Voilà. Et enfin, ça reste à suivre, mais je demeure confiant que la solution négociée est possible mais ça va affecter pour les prochaines années de façon énorme la géopolitique mondiale. Opinion personnelle ou opinion d'un politicien du Bloc, la venue de M. Charest à la... On change de registre, là. Oui, comme possible chef du Parti conservateur du Canada, ça vous fait quoi quand vous voyez ça, là? De la Chambre ou de votre bureau? Ben moi, regarde, évidemment, Jean Charest, pour moi, ça a été un premier ministre que je considère pas qu'il a été nécessairement un bon premier ministre pour le Québec. Je pense que beaucoup des programmes sociaux que la génération des baby boomers ont pu construire depuis la Révolution tranquille également et ont été mis à mal par les années Charest. Moi, je crois à une éducation qui soit accessible, un système de santé aussi qui demeure accessible. C'est fragilisé en ce moment, on s'entend. Mais plusieurs des réformes de Charest, tout l'aspect de la décentralisation des pouvoirs, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Les années Charest ont été en ce sens-là. Contre ça, évidemment, comme jeune, j'ai été plutôt marqué par l'impact de la crise étudiante, de voir aussi qu'on va réagir par la police de façon très violente à des gens qui manifestent.
fesses, ce qui se compare absolument pas à ce qui a été comme violence, escalade de violence de la part de la police, à ce qui a été vécu à Ottawa dans les dernières semaines. Donc, je sais pas, c'est pas un politicien que j'admire personnellement. L'arrivée à Ottawa, d'abord, je crois qu'il y a très peu de chances de remporter cette course à la chefferie-là. D'abord, il faut savoir que les règles de course ont changé chez les conservateurs. Le poids politique n'existe plus par circonscription, mais par le nombre de membres. Donc, le poids du Québec a diminué énormément. L'Ontario aussi. C'est l'Ouest canadien qui a une plus grande base qui va pouvoir appuyer le principe d'un membre, un vote davantage, qui va aider énormément un candidat comme Pierre Poilievre, avec qui j'ai eu la chance de travailler au comité de l'industrie par le passé. Les principes de M. Poilievre? Ben non, mais Pierre Poilievre, il faut comprendre le personnage. Moi, là, je regarde son programme, là, puis ça me fait peur. C'est un républicain dans le sens américain du terme dans l'âme. Sur certains aspects, Pierre Poilievre n'a pas toujours tort. De lever le drapeau de l'inflation, ça a été le premier à le faire en Chambre et il le fait de façon importante. Puis c'est un enjeu qu'on n'aborde pas présentement, qu'on n'a pas abordé depuis plusieurs mois. Puis on le voit là, avec les débats qui se passent sur Hydro-Québec, notamment au Québec, tout l'impact que ça va avoir chez les individus. Le coût de la vie augmente dans tous les sens. Pierre Poilievre a dénoncé ça, la lourdeur administrative, la bureaucratie, c'est des choses qui dénoncent. Puis je pense qu'il n'y a pas tort de le faire, mais comme personnage, c'est quelqu'un d'extrêmement populiste. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaît en politique, et populiste sur des enjeux qui ne sont pas non plus mes valeurs. On l'a vu agir rapidement dans le convoi des camionneurs, on l'a vu agir sur des enjeux par rapport à la production du pétrole. Donc ça, pour moi, ça va être plutôt dangereux. Je crois quand même que M. Charest va avoir peu de chances de gagner. Il faut le dire aussi que c'est un anti-masque, un anti-vaccin, un anti-anti. Il a suivi des mouvements populaires, effectivement, mais c'est quelqu'un de très charismatique, Pierre Poilievre. C'est quelqu'un qui a un très bon français, c'est quelqu'un avec qui on a envie de poursuivre une conversation, qui a un bon humour. Il y a un peu l'accent Éric Duhaime. Ah, il va être très bon pour tenter de séduire. Éric Duhaime au Québec, Poilievre au fédéral, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance. En même temps, M. Duhaime s'est gardé une gêne de 10, pas parce qu'on s'appelle le Parti conservateur qu'on est la même entité puis que lui tient à son indépendance. Il faut le nommer. Puis si tu me posais la question, est-ce que ça me fait peur que Jean Charest arrive? Pour moi, personnellement, non. On constatait... S'il est là, vous allez y faire face. Oui, mais tu sais, Jean Charest aussi, c'est un rouge dans l'esprit des conservateurs. Il y a deux choses. C'est un libéral du Québec. Et c'est deux choses que les conservateurs combattent dans l'Ouest. C'est deux choses qui haïssent dans l'Ouest. J'ai bien de la misère, moi. Être rouge à une place puis être bleu à l'autre. Fait que sa chance de gagner, elle est très limitée dans le débat. Mais après ça, moi, je pense que s'il devenait vraiment chef du Parti conservateur, c'est un vote fédéraliste qui irait peut-être davantage chercher. Et donc, je pense qu'il irait plus chercher des votes chez les libéraux qu'au Bloc québécois. M. Lemire, il reste à peine 1 minute et demie. Et je vous donne juste 1 minute pour répondre à ma question. La manifestation des camionneurs venus d'un peu partout au Canada qui ont pris Ottawa en otage et la réaction, le silence complet de M. Trudeau. Je vous donne 1 minute. J'ai trouvé ce moment-là très difficile parce que, d'abord, effectivement, c'est un conflit qui était prévisible. Ça prend 6 jours de se rendre de la Colombie-Britannique jusqu'à Ottawa. On aurait pu s'assurer que ça n'arrive pas. La première journée de manifestation était légitime. À partir du moment qu'ils se sont installés, c'est une protestation qui devient un siège et ça n'avait pas sa place. La police aurait dû intervenir plus tôt. Trudeau a manqué de leadership, certainement. L'utilisation de la loi des mesures d'urgence, c'est quelque chose qui m'a fait douter de la démocratie, que j'ai trouvé très difficile comme débat. Je trouve que ça a été complètement exagéré d'aller jusque-là par son inaction. C'est un geste politique de communication qu'il a fait. Et on a vu, après ça, c'est quoi en Ukraine, un pays qui adopte une véritable loi des mesures d'urgence? Voilà. C'est complètement choquant. Mais j'espérais que Trudeau puisse répondre de ses actes de ça. C'est pas peut-être. Monsieur Lemire, le temps est écoulé. Je vous remercie infiniment. C'est vrai, je vais dire comme vous, ça passe trop vite un petit peu. Alors, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de pour ça. La seule option qui vous reste, Gabi, c'est de revenir plus souvent. Merci. et de vous réinviter plus souvent également. Monsieur Lemire, merci infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. Là, on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.